Bonjour tout le monde, c'est Théo. Aujourd'hui une vidéo qui est plutôt généraliste sur l'influence de l'estomac dans tes problèmes digestifs. Aujourd'hui on parle vidange gastrique, pH gastrique et également muqueuse gastrique. Donc si tu as tous les symptômes qui sont donc associés à une dysfonction de l'estomac, à savoir des reflux gastro-œsophagiens par exemple, des dysbioses, des lourdeurs à l'estomac, des infections bactériennes, tout ce genre de choses, l'étude de l'estomac va être grandement utile. Ça, c'est une vidéo qui est plutôt généraliste. On verra dans d'autres vidéos plus précises comment exactement restimuler son acide gastrique, comment exactement restaurer son mucus, en priorité par rapport aux personnes qui vont arrêter de prendre des aliénèses par exemple. Pareil, il y a une vidéo sur l'aliénèse qui est déjà faite. Toutes les vidéos sont liées entre elles, ok. Donc ça, c'est une vidéo qui est plutôt générale. Avant de me plancher vraiment sur les différents leviers à actionner pour comprendre et restaurer un peu la santé de son estomac, mais donc par conséquent sa santé digestive, quand elle dépend vraiment de lui, eh bien c'est toujours ce schéma-là. Ce schéma, franchement, je vais le ressortir tous les jours, ou YouTube, ou sur Instagram, ou en DM. Ce schéma-là, si vous comprenez, vous avez tout compris. On parle bien de système digestif. Voilà. Donc quand on a des problèmes digestifs, il ne faut pas penser directement intestin. L'intestin, ça peut être un miroir, ok, ça peut révéler un dysfonctionnement qui se passe ailleurs. Même si le mal se manifeste dans l'intestin, c'est pas forcément dans l'intestin qu'il faut régler le problème. C'est pour ça que beaucoup de gens en fait qui ont des gaz, des ballonnements, des douleurs abdominales, qui ont des selles un peu particulières avec un transit irrégulier ou des odeurs dans les selles, etc., ils vont tout le temps se diriger vers des compléments alimentaires spécifiquement désignés pour l'intestin. Donc probiotiques, glutamine, zinc, carnosine, etc. Des fois, c'est pas là que ça se trouve. Voilà. Comme d'habitude, on cherche la cause de la cause de la cause, de la cause, de la cause, de la cause. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, par exemple, dans la vidéo sur le biote buccal que j'ai faite sur Instagram, j'explique ici que ce qui, par exemple, ne marche pas au niveau buccal, parce qu'un système, c'est donc une somme d'éléments mis en bout de chaîne, donc ce qui ne marche pas dans un biote buccal, ça peut se répercuter sur l'estomac, par exemple. Si on n'arrive pas à digérer correctement une substance via les enzymes et les bactéries de notre bouche, la charge de travail va revenir à l'estomac. Mais si l'estomac est lui-même surchargé et n'arrive pas à rattraper, compenser le manque à gagner de la bouche, malheureusement, il va être surchargé et à son tour, il va reporter sa charge de travail à l'intestin. Et souvent, les problèmes intestinaux naissent de ça, en fait. Donc, la bouche est un élément ultra important, mais l'estomac tout autant. Et c'est le but de cette vidéo, un petit peu, c'est de dégrossir les traits. Donc, on est bien sur un système digestif, tout marche en interdépendance. Ok. Donc, ok, les intestins, c'est important. Ok, le microbiote intestinal, c'est important. Et l'activité du biote intestinal, enfin, quand je dis intestinal, c'est intestin grêle et côlon, d'accord, et elle peut être modulée par les organes précédents. On a déjà vu ensemble que, par exemple, la bile était antimicrobienne. Et on verra ici que des protéines non digérées par l'estomac, ça peut favoriser et faire naître ou alimenter des dysbioses qui sont déjà installées. Donc, il ne faut pas trop penser en termes d'intestin centrage, ok. Il faut ouvrir un peu ses chakras et voir dans d'autres organes digestifs. Ici donc l'estomac. L'estomac, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les IPP, que je sortirai sûrement en même temps que celle-ci, je pense, eh bien, on a déjà vu un petit peu l'étude des différentes cellules et leur rôle. Donc, hop, ça, on le met de côté. Je vais pas y revenir, mais grosso modo, chaque cellule a un rôle qui lui est défini. Les cellules à mucus, comme leur nom l'indique, sécrètent donc du mucus, protecteur, parce que l'estomac veut se protéger en fait de son propre acide. Donc le pH gastrique, quand il est correctement régulé, c'est pH 1, pH 2 à peu près, et c'est extrêmement corrosif. Donc l'estomac va sécréter un mucus pour se protéger de la propre corrosion de son acide. Donc ça c'est hyper important, et c'est pour ça que quand on prend des aliénèses par exemple, qui vont directement impacter la sécrétion de mucus, eh bien on va avoir beaucoup d'ulcères gastriques, et les médecins souvent ils prescrivent des IPP pour baisser le pH gastrique, afin que l'estomac ne sécrète pas un pH trop acide, et donc vienne détériorer sa propre muqueuse. Bref, ensuite on a les cellules pariétales, principales et G. On a vu qu'il y a même d'autres types de cellules, les cellules D, ECL, etc. Bon bref, ça c'est la vidéo IPP qu'il faut aller voir en même temps. Même si tu n'as pas eu recours aux IPP, c'est pas grave, cette vidéo est ultra intéressante pour que tu puisses comprendre ton estomac. Donc on va plancher ici sur trois choses. La première donc c'est la vidange gastrique. La deuxième c'est le pH. Et en 3, la muqueuse. 3 leviers hyper intéressants à connaître et à maximiser pour restaurer la santé de son estomac. Alors, qu'est-ce que c'est la vidange? On peut voir qu'il y a des symptômes associés pour chacun des dysfonctionnements de ces leviers-là. La vidange gastrique, grosso modo, quand on mange, on mâche, on mastique, ok. Et donc, ce qui est de base, donc le bol alimentaire, donc
je vais prendre un exemple ici, bol alimentaire, je mange quelque chose, je mastique, et donc cette nourriture devient une sorte de grosse pâte, une espèce de bout de nourriture, qui arrive donc pré-mâchée dans l'estomac. Là, on parle encore de bol alimentaire, mais en vérité, on parle de chyme. Le chyme, après c'est un peu après, mais le chyme, ça va être cette boule de nourriture mastiquée qui va se mélanger à l'acide gastrique. Donc c'est une espèce de mélasse acide, de bouffe, de bouillie, de nourriture. Ça, c'est le chyme. Okay, et ensuite, l'estomac, son rôle, ça va être donc d'acidifier ce bol alimentaire réduit, mastiqué par la bouche, et via des actions donc, bactériennes, enzymatiques et donc acidifiantes, va permettre donc de digérer correctement les nutriments qui sont dans ce chyme, dans une première phase, parce qu'effectivement, une autre partie de la digestion se fera via l'intestin. Et l'estomac, il y a son rôle à jouer dedans. Et ensuite, donc tout ce chyme-là, cette mélasse, cette grosse bouillie, je prends un feutre rouge un peu plus voyant parce que là on voit rien, celui-là, tout ce chyme, ici, cette bouillie, elle va devoir être éjectée un peu au compte-gouttes. Il faut voir ça comme un genre de fréquence en fait. Si la vidange est lente, l'estomac va donc excréter, faire transiter ce chyme avec une fréquence lente. Mais comme la fréquence elle est lente, la taille du chyme qui va être excrété sera plus grosse en fait. Alors quand on a une vidange qui est bien stimulée, l'estomac il déverse un peu au compte-gouttes des petites quantités de chyme. Donc c'est beaucoup plus simple à digérer et à assimiler et à traiter des petits morceaux souvent des petits morceaux, que des énormes morceaux de nourriture, mais plus irréguliers. Donc ce qui est important, c'est de contrôler la vitesse de la vidange. Ok ? Quand on a une vidange qui est trop lente en général, ou trop rapide dans votre cas, mais on a souvent une satiété qui est précoce. Et bien oui, parce que l'estomac n'envoie pas la bouffe, le chyme, dans l'intestin grêle. Donc on a toujours l'estomac qui est plein en fait. Mais comme il est plein, d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit ici, comme il est plein, ce chyme stagne. Et comme il stagne, en fait, l'acide a le temps de macérer, entre guillemets, sur le chyme. Et donc ça peut engendrer des brûlures d'estomac. Ok, donc d'où les lourdeurs. Lourdeur localisée, j'ai déjà dit aussi, et donc forcément peu d'appétit. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression, et en fait c'est réel, d'avoir l'estomac qui est toujours plein. Et un des signaux qui vous donne envie de manger, donc un signal qui est dans votre cerveau, l'activation de la faim, donc votre corps va vous pousser à chercher la nourriture, et bien c'est l'estomac vide. Et comme tu as une vidange qui est trop longue, et bien il reste plein tout le temps. Donc t'as plus faim rapidement, et t'as même quasiment jamais faim en fait. Donc ça c'est classique, vidange trop lente. Et comment on fait pour résoudre ce problème de vidange gastrique ? Eh bien on va fractionner les repas pour éviter donc d'avoir un trop gros chyme. Tolérance aux lipides. Les lipides, donc les graisses alimentaires, que ce soit donc saturées, insaturées, polyinsaturées, etc., elles vont ralentir cette vidange gastrique. Donc la tolérance aux lipides, elle est hyper individuelle. Si on entreprend de faire un régime cétogène, de faire un régime carnivore, ou juste de passer à une plus grosse consommation de lipides, il faut faire ça vraiment graduellement. Parce que plus on va manger de gras, plus cette vidange va se ralentir. Donc il faut y être adapté. On ne peut pas entreprendre de mettre plein de lipides dans une diète comme ça de but en blanc. C'est vraiment quelque chose à réfléchir et à mesurer et à faire graduellement. Donc si déjà tu as ces symptômes-là, je dis pas qu'il ne faut pas que tu augmentes tes lipides, mais juste que c'est à relativiser. Fais-le par rapport à ta tolérance. Ensuite, on va avoir donc des prokinétiques. Un prokinétique, c'est une substance qui va donc stimuler cette vidange. Okay, la plus connue étant le gingembre. La glycémie stable. Une glycémie instable, ça défavorise une bonne vidange. Comment on régule sa glycémie ? Bon, déjà en évitant les pics de glycémie dans sa diète, donc ça convient de lisser sa glycémie, pas forcément en mangeant fibreux, mais juste en répartissant stratégiquement, on va dire, ses glucides sur ses différents repas, sans qu'il y ait vraiment de pics et de creux. Et on peut aussi la faire baisser, par exemple, en allant marcher, ça me paraît tout bête, hein, en allant marcher après son repas. Carla a fait un carrousel par rapport à ça qu'il y aura en description, mais marcher, ça diminue votre réponse glycémique de, je sais plus, peut-être 15-20%, et s'exposer au soleil également. Donc ça peut sembler bête, mais une marche digestive au soleil après un repas, ça baisse votre glycémie comme jamais. Ça, je peux vous le dire, depuis que je le fais personnellement, c'est assez impressionnant. Il y a plein d'astuces comme ça. Une des plus simples aussi, c'est donc d'éviter d'avoir des aliments qui vont avoir un énorme index glycémique isolé. Parce qu'évidemment, chaque aliment a un index glycémique, donc on va faire varier votre glycémie de façon individuelle, mais on ne mange jamais un aliment qui est tout seul. Donc comme on mange un aliment au sein d'une assiette qui est composée d'autres aliments, on ne parle plus d'index glycémique, on parle de charge glycémique. Donc par exemple, quand on prend des pommes de terre avec un index glycémique qui est ultra élevé, mais qu'on les mange par exemple avec une source de lipides à côté, bah, ça va venir diminuer
cette réponse glycémique. Et encore une fois, ça c'est hyper individuel. Donc nous, les conseils très basiques qu'on donne aux gens en général, simplement c'est de la stabiliser avec une diète adaptée qui va venir lisser les glucides sur chacun des repas. Encore une fois, ça se voit en coaching, donc c'est très individuel. Le nerf vague. Alors le nerf vague, on va revenir à ça après, hein, parce que le nerf vague va être responsable de la contraction du sphincter juste ici, le sphincter gastro-œsophagien, qui est responsable de beaucoup de problèmes de reflux gastrique. Mais il est également responsable de l'activité histaminique des cellules ECL, parce que les cellules ECL dépendent de l'activité de votre acétylcholine, qui est grandement dictée par votre nerf vague. Et donc ce qui va, en bout de chaîne, influencer directement l'acide gastrique. Donc le nerf vague, hyper important ici, mais il dicte aussi votre vitesse de vidange gastrique. Ça peut sembler encore une fois très idiot, je sais, parce que là on parle d'estomac, on parle d'acide, on parle de diète, etc. Et une grande partie du problème se situe sur le nerf vague. Nerf vague, donc le stress. Et oui, encore lui, le stress, c'est vraiment au centre de quasiment tous les problèmes digestifs. Quasiment tous, hein, pour pas dire tous. Également, donc j'ai mis arrêt antibiotique, antidépresseur. Effectivement, donc à voir par rapport à cette vidéo-là. Mais quand on arrête ces deux médicaments, souvent la vidange, elle est altérée. Ensuite, on a l'acidité gastrique. J'en parle très souvent. L'acide gastrique, quand il fonctionne correctement, permet de digérer les protéines. Donc quand on a un mauvais acide gastrique, donc trop bas, en fait trop basique, trop alcalin, donc pH 3, 4, 5, eh bien les protéines vont être mal digérées, en tout cas pas complètement. Ce qui va donc laisser des fractions de protéines non digérées à l'intestin. L'intestin n'est pas censé recevoir des protéines aussi mal digérées que ça par un estomac. C'est pas possible, normalement, quand tout va bien. Donc ce qui se passe, c'est que l'intestin va se retrouver avec ce lourd fardeau de devoir digérer des protéines parce que l'estomac avant a mal fait son taf. Voilà. Résultante, des odeurs dans la sueur, odeurs dans les selles, odeurs dans les gaz. Ça sent basiquement le pourri, ça sent le soufre. C'est bien souvent à cause de ça. Des infections. Pourquoi des infections? Parce que l'acide gastrique, il est antipathogène. Ok? Donc si on est sujet à infection bactérienne, surtout dans l'estomac, c'est qu'a priori, le milieu était beaucoup trop basique, beaucoup trop alcalin. Et d'ailleurs, sachez que quand on mange, on mastique, et donc on a un biote buccal, d'accord? Quand on va venir avaler notre nourriture, des bactéries buccales vont se retrouver dans le bol alimentaire mastiqué. Le rôle de l'estomac et de cet acide, c'est de tuer ces bactéries buccales pour empêcher qu'elles arrivent dans votre intestin. Si vous avez été infecté par exemple dans votre intestin à Streptococcus ou Staphylocoque, c'est en grande partie à cause de ça. Streptocoque, Staphylocoque, c'est des bactéries buccales à la base. Et elles ne sont pas censées arriver dans votre intestin. Et comment elles y parviennent? Comment elles arrivent jusqu'en bas? Parce que l'acide gastrique n'était pas assez performant pour pouvoir les tuer. C'est son rôle, c'est une barrière. Si des bactéries buccales se retrouvent dans l'intestin, c'est que la barrière antipathogène n'était pas bonne. Donc ça c'est hyper important. Également, donc RGO, je passe vite fait dessus, parce que c'est évident. En fait, le sphincter gastro-œsophagien, donc le sphincter qui délimite votre estomac et votre œsophage qui vous irrite parce que l'acide remonte jusqu'ici, et le côté hermétique de ce sphincter, il est grandement dicté par l'acide lui-même. Donc quand on a des reflux acides, souvent on va se faire prescrire un anti-acide pour ne plus avoir mal. Énorme erreur. Énorme erreur parce que le sphincter est d'autant plus hermétique que l'acide est fort en fait. Donc il faut s'interroger sur un truc, c'est mais pourquoi ce sphincter il s'ouvre partiellement de sorte à ce que l'acide puisse remonter dans l'œsophage. Pourquoi? Comment? C'est ça le cœur du problème. C'est pas le côté acide de l'estomac le problème. C'est pourquoi ce sphincter est défectueux. Et le sphincter en question, il marche en grande partie donc en réaction à cet acide gastrique. Donc plus l'acide gastrique est acide, plus le sphincter est hermétique. Et quand c'est pas suffisant, et ce sphincter il marche comme on a vu justement en grande partie grâce au nerf vague. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de bosser sur son stress chronique que de prendre des pilules. Voilà. Et enfin, pour ce qui est de l'acide gastrique, encore une fois, infection, on a déjà dit avant, et les carences. L'acide gastrique permet la digestion, enfin plutôt l'assimilation de votre B12, calcium, magnésium, zinc, cuivre. Ok? Le zinc lui-même permet de stimuler l'acide gastrique. Le cuivre est un des plus puissants cicatrisants de muqueuses, donc gastrique et intestinale souvent mise en cause. Donc si le cuivre, pour ceux qui mangent du cuivre, et beaucoup de gens ne mangent pas de cuivre en fait, parce que on en trouve dans des aliments type le foie animal ou le cœur, très peu de personnes mangent ces aliments-là. Donc ça c'est personnel, hein, mais quasiment tout le monde est carencé en cuivre. D'autant plus que les gens qui ont des problèmes digestifs, ils vont tout le temps prendre du zinc en premier.
parce que c'est un truc qu'on leur recommande souvent. Il se trouve que le zinc et le cuivre fonctionnent en synergie, ou plutôt en mode antagoniste. Trop de zinc baisse la réserve de cuivre, trop de cuivre baisse la réserve de zinc, donc c'est un ratio à avoir. Et comme on recommande tout le temps le zinc aux gens qui ont des problèmes digestifs, ils viennent manger plein de zinc d'un coup dans une diète qui n'est pas optimisée, et donc ils viennent baisser leur réserve de cuivre. Or, le cuivre est indispensable pour votre cicatrisation de muqueuse. Surtout que le zinc et le cuivre dépendent de l'activité de l'acide gastrique pour pouvoir être assimilés correctement. Oui, c'est une usine à gaz. Calcium et magnésium, donc en plus d'être des électrolytes, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'hydratation. Donc, encore une fois, pas d'acide, mauvaise assimilation du calcium et du magnésium, déshydratation potentielle derrière. Donc ça peut impacter la consistance des selles, trop sèche, trop liquide. L'acide gastrique, c'est pas juste un truc comme ça qui sert à digérer les protéines, c'est un ensemble d'actions qui, mis en bout de chaîne, c'est vraiment déterminant. Chaque organe est hyper important. Le foie n'est pas plus important que l'estomac, et inversement. Comme l'intestin, c'est aussi important, mais l'intestin n'est pas plus important que l'estomac ou que le foie. Ce sont des organes vitaux, en fait. Donc un organe qui est dit vital, ça veut dire qu'ils sont tous vitaux. Donc ils sont tous au même rang, c'est hyper important. Comment on fait pour stimuler cet acide-là? Il y aura une vidéo spéciale pour ça, donc là c'est vraiment les grandes lignes. Décoction amère. Alors, gros warning. Décoction amère, ça passe. Romarin, thym, efficace. Zinc, ça marche de fou. Donc le zinc, évidemment, de source alimentaire. Hein. Donc c'est du zinc avec les cofacteurs. C'est quoi un cofacteur? Il y aura une vidéo par rapport à ça qui sortira en même temps. Je pense en fait mettre 3 vidéos en même temps là, parce qu'il y a trop de trucs à dire. Donc un cofacteur, c'est une substance qui va permettre de rendre une autre plus assimilable. Donc par exemple, dans les fruits de mer, on va trouver du zinc, du phosphore, du calcium, de l'iode. Les 4 fonctionnent en même temps. Pour que votre zinc soit correctement acheminé et correctement assimilé et assimilable, il a besoin d'autres éléments. Du calcium, du phosphore, du magnésium, de l'iode, etc. Et dans les fruits de mer, on a du zinc avec ces éléments-là. Donc les bons cofacteurs, et donc ce zinc pourra être correctement assimilé. Donc ça c'est une chose. Maintenant, prendre du zinc en gélule, comme on a vu juste avant, je décommande, parce que ça baisse nos réserves de cuivre. Faut faire hyper attention. Ok, même si je sais que le zinc carnosine marche très bien. Citron et vinaigre de cidre. Alerte. Alerte, alerte, alerte. C'est vrai que ça marche. Le citron, ça fonctionne. Le vinaigre, ça fonctionne de fou. Cependant, le vinaigre est un produit fermenté. Donc si on a déjà une muqueuse intestinale qui est déglinguée avec une intolérance à l'histamine qui s'est développée, pas de vinaigre. Le vinaigre, c'est fermenté, donc c'est très histaminique. De plus, si on a un estomac qui est déjà fragile et dont la muqueuse est hautement irritée, donc elle est ulcéreuse ou juste irritée, au hasard à cause de médicaments ou à cause d'une diète qui était vraiment pas bonne, eh bien, le citron et le vinaigre vont juste venir défoncer la muqueuse. Donc la technique la plus simple, c'est les décoctions amères. Là, au moins, il y a ces valeurs sûres, c'est pas acide et c'est pas irritant en fait. Et en plus, ça se boit chaud et la boisson chaude, ça aide encore une fois en plus à stimuler l'acide gastrique, tout comme le goût amer en fait. C'est pas forcément la plante en elle-même, c'est juste le goût amer, la sensation amère qui va stimuler cet acide. Mais comme on prend des décoctions amères de plantes, donc du thym au romarin, elles ont en plus des vertus antifongiques et antibactériennes, donc c'est toujours ça de prix. Voilà pourquoi le citron et le vinaigre, c'est un conseil qui est vraiment à individualiser, parce que ça dépend de votre muqueuse. Préserver le sphincter gastro-œsophagien. Tout ce qui altère le sphincter, alcool, café, clope. Voilà. Le trio gagnant. Et aussi tout ce qui est irritant, donc le piment, épices hyper fortes, tout genre de choses. Tout ça, c'est vraiment à bannir. De toute façon, l'alcool, la clope, pour moi, ça ne devrait même pas exister, hein, je vous le dis. Le café, alors un de temps en temps, ça va rien faire, d'accord. Mais pour ceux qui boivent 2 cafés par jour, 3 par jour, 4 par jour, je vous le dis, tôt ou tard, là vous sentez rien pour l'instant, tôt ou tard ça va arriver. Ensuite, donc combler les carences, forcément, parce que on a vu juste avant que un mauvais acide, c'était des carences, et encore là, je résume beaucoup, hein. Il y a beaucoup plus de carences que ça. Ensuite, réparer la muqueuse, j'ai fait une vidéo sur ça entière, qui est déjà dispo sur la chaîne, donc le bouillon d'os, les viandes gélatineuses, etc., le cuivre, on avait quoi encore comme autre élément, la vitamine C, tout ce genre de réparateur, le zinc, tous ces réparateurs-là sont vraiment cruciaux. Et enfin, le silence et le soleil. Wow, qu'est-ce qu'il nous raconte Théo? Il se trouve que manger dans un environnement qui est bruyant, où il y a beaucoup de distractions, ça vous empêche d'être totalement focus sur votre repas. Être focus sur son repas, être concentré dessus et manger en toute conscience est une des meilleures habitudes pour ne pas parasiter votre acide gastrique. Ça peut sembler très bizarre, mais manger devant la télévision, manger avec la radio en fond, manger en matant YouTube, manger, il y a beaucoup de bruit, on parle avec beaucoup de gens, il y a une cafette, etc.
Tout ça, ce sont des parasites de votre acide gastrique. Ok. On mange dans le calme, on mange en petits groupes, dans le calme, et on perd pas son temps à faire que de parler pendant qu'on mange. On peut pas avaler beaucoup d'air déjà, mais toutes ces habitudes-là viennent parasiter votre acide gastrique. Et en plus de ça, j'ai même pas écrit, mais il y a aussi boire de l'eau pendant le repas. Votre pH gastrique, donc c'est un pH 1, pH 2, si c'est correctement régulé. L'eau, c'est pH 7 en fait. Quand on vient boire de l'eau avant le repas, environ une demi-heure avant, pendant le repas, et même après le repas, environ jusqu'à 2 heures après, on va venir basifier notre pH gastrique parce qu'en fait, on vient diluer le pH gastrique avec de l'eau. En fait, de l'eau qui a pH 7 sur un acide qui a pH 1, ça va s'équilibrer. Et donc le pH va devenir plus basique, plus alcalin. Donc on va encore une fois entraver notre capacité à pouvoir correctement digérer nos protéines et nos nutriments avec ça. Voilà. Donc l'eau, je ne l'ai pas écrit ici, je vais même le mettre là. Donc l'eau, hop là, le silence et le soleil. Pareil, le soleil a son rôle à jouer là-dedans. Donc quand on mange dehors, dans le calme, et qu'on ne boit pas dans le repas, ni trop avant, ni trop après, pardon, juste ça, c'est 3 actions vraiment toutes bêtes. Pour ceux qui peuvent se permettre de faire ça, c'est trop fort. Voilà. Je vous le dis parce que je ressors d'une diète à l'époque, donc de paléo végé cru. J'ai totalement défoncé mon estomac, totalement défoncé l'acide gastrique. Au début, j'ai galéré à digérer correctement mes protéines, donc ma muqueuse, j'ai dû la réparer avec le protocole dans la vidéo muqueuse. Mais depuis que je mange dehors, en silence et au soleil, c'est le jour et la nuit. Autre point important maintenant, on a la muqueuse. Donc là, allez voir la vidéo muqueuse. Hein. Pour ceux qui l'ont déjà vu, là c'est de la redite. Donc, symptômes d'une muqueuse qui est altérée, douleur, brûlure. J'ai mis épigastre, en fait c'est la région de l'abdomen. C'est la région haute. Sang dans la gorge. Là, faut un peu s'inquiéter quand même. Parce que l'ulcère est remonté jusqu'à l'œsophage. Et après, quand on crache, le sang sort également. Satiété rapide. Sel rouge, donc il y a du sang à l'intérieur, ou noir, du sang qui est oxydé, et des ulcères. Bon là, pour ceux qui ont vu la vidéo de la muqueuse, ils le savent déjà. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour restaurer sa muqueuse? Basiquement, arrêter les irritants, les INS, donc tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien, corticoïdes, antibiotiques, les acides, si on buvait des acides sur une muqueuse altérée, donc on a vu avant citron et vinaigre, le stress chronique, parce que le stress chronique, on l'a déjà vu avant, stress chronique égale influence sur le nerf vague, sécrétion de mucus. Si on a un stress chronique, on a un nerf vague qui est défectueux, et donc plus de mucus. Si en plus de ça, on mange des aliments qui sont acides sur une muqueuse qui n'est pas protégée par un bon mucus, on vient avoir un acide, donc qui est plus ou moins fort, sur une muqueuse non protégée. Donc stress chronique plus. Et enfin, nourrir la muqueuse avec des réparateurs, du bouillon, vitamine C, et d'autres aliments qui sont ultra riches, qui sont ultra denses en nutriments. Donc les fruits de mer, les huîtres, je ne le répéterai jamais assez, les huîtres sauvent des vies, le foie également, huîtres, foie, l'os à moelle marche aussi très bien, le bouillon d'os marche très bien, certains agrumes, si vraiment on fait attention, parce que effectivement les agrumes contiennent de la vitamine C. Vous allez me dire, ouais mais les agrumes c'est aussi hyper acide, donc je fais comment? On peut tout à fait avoir sa vitamine C d'agrumes sans forcément boire à grand goulot du citron comme ça. Donc voilà basiquement la vidéo dans les grandes lignes. Il y aura sûrement une vidéo sur juste la vidange, juste l'acide et la muqueuse est déjà faite. Voilà. Cette vidéo-là, elle permet un petit peu de comprendre les grandes lignes et de comprendre aussi comment l'estomac, c'est en fait la congruence de différents leviers. Et encore, en fait là c'est un organe qui a ses propres leviers, mais c'est un système digestif. Donc chaque organe a ses propres leviers et les leviers de chaque organe fonctionnent tous en interdépendance. Je prends le nerf vague, ok, nerf vague, stress chronique, acide gastrique tout pourri, pas de mucus, donc ça fermente, c'est ulcéreux, je chie du sang, j'ai une dysbiose, j'ai peur, parce que bah forcément je chie du sang, donc ça me fait un peu flipper, je gaze et je fermente tout le temps, j'ai des grosses douleurs, donc j'ai encore plus peur, donc je suis encore plus stressé, et donc nerf vague encore plus sollicité, et donc j'altère mon mucus, et boucle infinie. Bon, là c'est un cas que j'ai inventé, mais c'est réel en fait, c'est 100% réel. Tout est interdépendant. Et nous, en coaching avec Carla, dans le carnet d'auto-analyse, on utilise un carnet pour analyser les gens sur leur repas et habitudes de vie, ok, il n'y a jamais une seule personne qu'on a coachée qui nous a répondu « Non, ça va, j'ai aucun stress ». Ça n'est jamais arrivé. Et la gestion du stress qui dépend aussi de votre sommeil, qui dépend également de votre activité physique, qui dépend également de ce que vous mangez, qui dépend également de votre environnement de travail, environnement social, blablabla, tout ça va venir impacter votre estomac, mais votre système tout entier. Donc, dans un accompagnement, que ce soit chez nous avec Carla ou avec quelqu'un d'autre, on s'en fout,
le problème ne peut pas être résolu uniquement avec une diète. Voilà. C'est un mode de vie qu'il faut appliquer sur différents points. Bouffe, dodo, sport, stress. Les 4 fondamentaux. Et le soleil aussi. 5 fondamentaux à absolument maîtriser pour prendre soin de sa santé digestive et autres. Ça dépasse le digestif en vérité. Voilà. Pour ceux qui ont des questions par rapport à ça, comme d'habitude, les commentaires YouTube sont là pour ça. Les DM Instagram sur notre nouveau compte tc.digestion sont ouverts. Et je vous invite donc, en plus de cette vidéo-là, à aller regarder celle où je parle de densité et de biodisponibilité. Également la vidéo sur comment réparer sa muqueuse intestinale, qui sont déjà sorties. Et sortiront un peu après celle sur le stress, celle sur l'acide gastrique et celle sur la vidange.